Eh bien, chers internautes, bonjour ou bonsoir. J'ai euh, j'ai regardé une des dernières vidéos de Charles Melman qui s'appelle Archéologie. C'est la troisième. Et j'ai vu un Charles Melman qui commençait à fatiguer. Et je me suis dit que j'avais envie de parler de lui avant qu'il s'en aille. Et qu'est-ce qu'on peut dire du travail de Charles Melman? Son travail le mieux réussi, c'est L'homme sans gravité, avec Jean-Pierre Lebrun. Alors, on peut dire déjà du travail de Charles Melman que c'est euh, c'est quelqu'un qui a toujours cherché euh, un, un collègue, un, un rival. Et c'est quelqu'un qui a toujours cherché son rival. Alors il y en a eu pas mal, hein. Il y a eu Jean-Pierre Lebrun, il y a eu Marcel Gauchet, euh, des gens avec qui Charles Melman aimait entrer en dialogue. Et voilà, et moi je dirais que pour moi, si Charles Melman n'a pas eu la même aura que Lacan, c'est essentiellement parce il a mal choisi ses collègues. Voilà. Et je dirais que pour moi, ça serait ça le fondement de de sa petite notoriété. Hein. Il a fait une émission, il a été invité à une émission à France Culture et, et on l'a senti impressionné. On l'a senti impressionné par la notoriété. Et on sent que Charles Melman a eu des difficultés à dépasser le cadre analytique. Euh, voilà. Donc, pour moi, c'est ça, je dirais, c'était ça la limite de l'intervention de Charles Melman. C'était une limite collégiale. Hein. Sinon, qu'est-ce qu'on peut dire de son travail? Moi, c'est peut-être un des psychanalystes qui m'a le plus appris. Euh, qui m'a peut-être un des psychanalystes qui, à mon avis, avait le mieux compris Freud, Lacan. Euh, peut-être un de ceux qui l'avait le plus compris. Hein. Comment est-ce qu'on sait qu'un psychanalyste comprend Freud et Lacan? C'est quand il peut faire usage à la fois de la métaphore et à la fois du, euh, du sens le plus direct qui soit, euh, qui est aussi le sens le plus, on va dire, le plus imaginaire qui soit, mais voilà, c'était... alors il avait du mal avec le sens direct, c'était... pour Charles Melman, le sens direct, c'était euh, le sens le plus vulgaire. Hein. Donc, ce qui n'est pas faux, hein, mais en même temps,
En même temps, il n'y a pas de sens direct sans métaphore. Hein. Les deux sont liés, donc c'est pas si facile que ça de, de faire usage du sens direct. Et très souvent, c'est en faisant usage du sens direct qu'on s'aperçoit que la métaphore existe. C'était sans doute aussi un psychiatre qui connaissait ses limites et qui connaissait très très bien les, euh, les maladies mentales, la paranoïa. Moi, j'ai jamais vraiment. J'ai toujours eu du mal avec la définition de la perversion. Et quand j'ai lu Melman, on peut dire que Melman, c'était quelqu'un qui aimait pas la perversion parce qu'elle portait atteinte à l'autorité du père. Et c'est en ça que, c'est-à-dire à l'autorité du symbolique. Hein. Et là, on sentait un Charles Melman qui voulait soutenir le père symbolique, contrairement à Lacan, qui lui pensait que le père symbolique n'avait pas besoin de soutien, et surtout que n'avait pas besoin de soutien parce qu'un des représentants du père symbolique, c'était l'agent. Donc, et ça, c'était la position naturelle du père. Ce qui n'est pas faux. Hein. Donc, ça, je pense que Melman avait des difficultés avec cette idée-là. Et c'était aussi quelqu'un qui a très très peu critiqué Lacan, qui a très peu critiqué Freud. Donc, c'était quelqu'un qui savait honorer ses maîtres. Qu'est-ce qu'on peut dire de l'homme sans gravité ? L'homme sans gravité, c'est un dialogue annonciateur d'une catastrophe, du fait de la disparition du père symbolique. Et Melman, c'était celui qui avait l'art de repérer, peut-être mieux que personne, cette disparition. Il y était extrêmement attentif. Hein. Je me souviens par exemple d'un passage dans L'homme sans gravité où il parle d'une exposition de morts asiatiques, chinois, de prisonniers qui étaient morts et qu'on avait plastifiés. Hein. Et moi, j'en ai entendu parler nulle part de cette exposition, sauf dans son livre. Et je suis très étonné parce que, du coup, en fait, Melman savait repérer mieux que personne et il savait dire là où
Là où pour tout le monde, tout ça s'était refoulé, on ne voulait pas en entendre parler. On ne voulait pas entendre parler du scandale de ce type de catastrophe. Et Melman, c'était quelqu'un qui était très très attentif à ça. En même temps, Charles Melman, c'est peut-être celui qui, à mon avis, euh, a le plus, contrairement à Lacan qui, lui, poussait à la jouissance, parce que pour Lacan, c'était le fondement du désir. Euh, que c'était que c'était ça qui poussait les hommes, hein. Euh, Même si c'était pas sexuel, hein. Là-dessus, Melman, c'est-à-dire que c'était en fait c'était pour Lacan c'était le réel qui était le plus important et c'était le réel qui devait être mis au premier plan, hein. Et, et pour Melman, Melman, lui, voulait une vie beaucoup plus calme que Lacan. Ça se sentait, hein. Il voulait une vie beaucoup plus calme. Et en même temps, Melman, c'était quelqu'un qui avait pas, qui avait oublié ou refoulé le scandale analytique, le scandale psychanalytique. C'était, c'était donc quelqu'un qui, sur la psychanalyse, avait une position hystérique. Euh, En même temps, Melman, qu'est-ce qu'il a oublié dans son étude? Ah oui, Melman, c'était aussi quelqu'un qui avait beaucoup travaillé la névrose obsessionnelle. Euh, il a écrit 2 livres, un sur la névrose obsessionnelle et un sur l'hystérie. Enfin, je crois pas que ce soit des livres, je crois que c'est des conférences. Euh, Moi, je les ai trouvés trop scolaires. Voilà. Contrairement à L'homme sans gravité, où là, on sentait qu'il y avait un message dans, dans l'hystérie, dans son livre sur l'hystérie et dans son livre sur la névrose obsessionnelle, c'est très très scolaire. Hum, Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Melman, c'était quelqu'un de très cultivé, hein. Euh, Quelqu'un de très très cultivé et et qui n'était pas prétentieux avec sa culture. Ça faisait partie de ces gens qui donnent à la culture sa place naturelle.
Et c'était pas une place forcée, c'était une place naturelle. Euh, voilà, voilà ce que je pouvais dire de Charles Melman. Euh, Moi, j'ai beaucoup aimé les petits billets de Charles Melman sur lali.com. Euh, c'est peut-être ce qui me manquera le plus quand, quand il sera parti. C'est peut-être ce qui me manquera le plus avec ses vidéos, ses conférences. C'est peut-être ce qui ce qui ces dernières années m'a le plus intéressé dans le mouvement analytique, hein. Et Charles Melman, c'est aussi quelqu'un qui, qui a toujours tenu sa ligne, hein. C'est-à-dire moi j'ai été jamais surpris par, par les positions de Charles Melman. Jamais. C'est, je les ai toujours trouvées intéressantes et j'ai toujours senti que Charles Melman euh, n'avait jamais cédé sur des positions, euh, par exemple sur des positions éducatives, pédagogiques, etc. C'était quelqu'un euh, qui considérait que l'homme était au final responsable de ce qu'il faisait. Et, et voilà. Hum. Charles Melman, c'était aussi quelqu'un qui était capable de sortir de sa position de maître ou de sa position de, on va dire, d'autorité quand il le fallait. Voilà, c'était aussi ça qui était intéressant. C'est-à-dire que il savait dire quand est-ce que là, c'était plus de sa responsabilité. Euh, donc il savait passer la main, hein. Euh, C'était aussi quelqu'un qui... euh, et ça, il y a peu de psychanalystes que j'ai entendu dire ça. C'était aussi quelqu'un qui avait divisé en fait la névrose et la psychose, non plus sur la question du du père symbolique, euh, du signifiant, hein, mais sur la question du savoir, hein. Euh, Charles Melman, c'était quelqu'un qui pensait que les névrosés ne comprenaient rien. Et alors, est-ce que Lacan avait cette position-là? Ça, je ne sais pas. Mais moi, j'ai trouvé que c'était une position très intéressante. C'est quelque chose qu'on a tendance à oublier quand on lit Freud, parce que quand on lit Freud, on a l'impression que Freud comprend beaucoup de choses, et, et en même temps,
on oublie que, que le névrosé ne comprend rien. Parce que même après avoir lu Freud, on ne comprend pas forcément ce qui se passe donc, sur l'inconscient. C'est-à-dire qu'on oublie que Freud, c'est une tentative de compréhension, mais rien d'autre. Hein. Freud est un initiateur de la psychanalyse. Et d'ailleurs, il le dit très bien. Hein, il le dit très bien. Voilà. Charles Melman, c'est quelqu'un aussi qui a donné sa vie à la psychanalyse. Hein. C'est quelqu'un qui a été passionné par la psychanalyse. Et c'est parfois quelqu'un qui a été passionné par la psychanalyse, mais surtout qui du coup avait quelque chose qu'il avait raté la question de l'objet petit a au sein de la psychanalyse, même s'il l'avait travaillé. Voilà. C'est ça aussi qui est... voilà. On peut dire que Charles Melman, c'était quelqu'un qui était clivé par l'objet petit a. Hein. Comme beaucoup de psychanalystes. Contrairement à Lacan, lui, qui n'était pas clivé par ça. Hein. Lacan, qui était quelqu'un qui a sans cesse rappelé dans son enseignement qu'il y avait un clivage au sein de la psychanalyse du fait de l'objet petit a. Et c'est pour ça que Lacan faisait le clown. C'est parce Lacan ne voulait pas oublier que la psychanalyse est au cœur d'un jeu. Au cœur du jeu, l'objet petit a est au cœur du jeu. Voilà. Où était passé le jeu chez Charles Melman? C'était peut-être ce qui était le plus refoulé dans son fonctionnement, dans son processus psychique. Voilà. Et donc on peut dire que Charles Melman avait refoulé ça, pas seulement sans doute dans la psychanalyse, mais sans doute au cœur de sa vie. Mais je pense s'il l'avait refoulé, en tout cas, c'était pas nié. Donc c'était pas tout à fait pareil. C'était pas nié, c'était refoulé. Ce qui fait que ça pouvait réémerger autour de lui. Voilà ce que j'avais envie de dire de Charles Melman. Qui avait des très bons côtés. Voilà. Et j'espère qu'il ne va pas nous quitter trop tôt. Voilà. Charles Melman, qui était un des très très rares analystes à pouvoir tisser un lien entre la pulsion de vie, la pulsion de mort et le reste. Un des très très rares analystes à pouvoir faire ça. Et donc, voilà. Et donc, chapeau pour ça, cher monsieur Melman. Je vous souhaite
une bonne vie dans l'au-delà, si elle existe. Et puis sinon, je pense que vous aurez marqué votre époque et, vous aviez cette autorité sans cette rigidité, même s'il fallait un petit peu, travailler le sujet, mais voilà, ce qui est très rare. Donc, une autorité sans une rigidité, chapeau. Et je vous souhaite une bonne suite. Au revoir.